Bonjour à tous, alors on va continuer sur la mécanique du solide et maintenant je vais vous présenter les outils vraiment importants qui vont nous aider à développer tous les calculs sur la dérivée vectorielle mais aussi ensuite sur l'accélération. En mécanique du solide, il y aura une grosse partie qui sera consacrée justement au mouvement des solides, à déterminer leur vitesse, à déterminer leur accélération dans la partie cinématique notamment. Alors, lorsqu'on va vouloir étudier un solide, ou plusieurs solides qui vont être reliés entre eux par des liaisons, il va falloir justement définir des repères. Souvent, on va associer un repère à un solide. Donc, lorsqu'un solide bouge par rapport à un autre solide, il peut le faire soit en rotation, soit en translation. D'accord ? Le mouvement qui va complexifier les équations, c'est le mouvement de rotation. Il est donc important de bien comprendre comment est-ce que l'on passe d'une base à une autre lorsque les deux bases sont toutes les deux en rotation. Ce que j'ai présenté ici, c'est un cas générique que vous pourrez appliquer à n'importe quel repère. Donc ici, j'ai un repère x, y, z qui va tourner autour de son axe z et je vais donc, à partir de là, avoir son image qui va être le repère x', y', z'. La rotation se faisant d'un angle θ. Ce qui va m'intéresser ici, c'est d'être capable de faire une représentation des vecteurs de la nouvelle base en fonction de l'ancienne base et de pouvoir naviguer comme ça d'une base à une autre. Donc ça, c'est vraiment un outil très utile et cet outil-là va nous permettre ensuite de passer à la dérivée vectorielle et de voir comment est-ce qu'on peut dériver un vecteur dans une nouvelle base en fonction de l'ancienne base. Alors les outils de projection qu'on a déjà utilisés vont vous être très utiles ici parce que ce qui va m'intéresser, moi, c'est de projeter donc le vecteur i' que je vais réécrire ici. Donc le vecteur unitaire que j'ai là, ça c'est i'. J'ai le vecteur unitaire g' qui est ici. Donc je vais le remettre en couleur ici. Et je vais exprimer i', g' et k' qui ici sort du tableau. D'après notre convention, je rappelle, hein, j'ai un rond avec un point, c'est donc un vecteur qui sort du tableau. Je vais toujours raisonner en 3 dimensions parce que ça nous donnera l'habitude de le faire dès le départ. Et le but, c'est d'avoir les outils pour justement tout calculer en 3 dimensions. Alors si j'exprime i' ici, je vais donc avoir le vecteur unitaire i' dans la base b', qui va donc être une combinaison linéaire du vecteur i et du vecteur j. D'accord? Donc je vais pouvoir écrire ici, c'est égal à cos θi plus sinus θj. D'accord? Je peux obtenir directement ces résultats-là en faisant justement le produit scalaire pour avoir la composante selon x, la composante selon y. Là, j'écris directement les résultats. Vous pouvez essayer de le faire soit de manière géométrique, soit en utilisant le produit scalaire comme j'ai montré dans la première vidéo. Alors ensuite, je vais faire pareil pour J'. Donc pour J', je remarque que l'angle θ, il est ici. Donc je vais avoir pour J' une composante négative en x et une composante positive en y. Et je vais avoir ici du moins sinus θi plus cosinus θj. Et enfin, pour le vecteur k, comme on a tourné autour de l'axe k, autour de l'axe z ici, le vecteur k et le vecteur k' sont donc identiques. Je vais donc avoir ici k' qui est égal à k. Voilà. Donc là, j'ai la représentation des vecteurs de la base b' en fonction des vecteurs de la base b. Donc ça, c'est un outil très utile qui va nous permettre justement de correctement représenter tous nos vecteurs d'une base à une autre. Alors, je vais rajouter ici un petit complément sur l'utilisation des matrices. Donc, on n'utilisera pas beaucoup dans un premier temps les matrices, notamment en cinématique, on les utilisera assez peu, mais c'est quand même un outil très puissant qui peut vous permettre de gagner beaucoup de temps dans les calculs de projection. Alors, si j'essaye d'écrire ici les vecteurs i', j' et k' en fonction des vecteurs de la base b, ça veut donc dire en fait que je vais passer de la base b' à la base b. Donc ici, je vais regarder ce qui se passe si je passe de la base b' à la base b. Je peux le faire justement en utilisant la notation matricielle. La notation matricielle, elle va me raconter ici que je vais décrire une transformation qui va me permettre de faire la rotation pour passer de la base b' à la base b. D'accord? J'aurai donc le vecteur ici i', j', k', ou un vecteur ou un point quelconque qui aura ses coordonnées en fonction de i', j' et k', qui sera écrit en faisant une transformation qui sera écrite sous forme matricielle. Donc si je l'écris ici,
je vais donc avoir ici, dans une matrice, 3, 3. Voilà. Donc ici, ça c'est la matrice qui me permet en fait d'écrire les vecteurs de la base B' en fonction des vecteurs de la base B. L'endroit où il y a le chiffre 1, c'est l'endroit en fait où j'ai l'axe de rotation. Donc vous voyez ici, j'ai donc l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. D'accord? Pareil ici, X, Y et Z. Et donc là, ça veut dire que je tourne autour de Z. Si je tournais autour de Y, j'aurais la colonne 0, 1, 0 ici. Si je tournais autour de X, j'aurais ici la colonne 1, 0, 0. Donc là, je vais le préciser ici, c'est pour une rotation autour de Z. Alors je vous conseille de petit à petit commencer à vous habituer à utiliser cette matrice. Si on a l'occasion de le faire dans des exercices que je vous présenterai, je l'utiliserai parce qu'elle fait gagner énormément de temps dans les projections lorsque l'on en a besoin. Okay? Alors je vais continuer sur l'exemple. Admettons que je veux justement prendre un vecteur ici, par exemple le vecteur I'. Si je prends le vecteur I' que je vais noter comme ceci, le vecteur I', il a bien entendu pour coordonnées 1, 0, 0 dans la base B'. Maintenant, si je veux avoir ces coordonnées dans la base B, ce que je vais faire ici, je vais donc utiliser la matrice que j'ai là et je vais faire mon produit matriciel. Je vais donc me retrouver ici avec du cos θ, sin θ, 0, moins sin θ, cos θ, 0, 0, 0, 1, fois les coordonnées de mon vecteur I' qui sont ici 1, 0, 0. Si je fais le produit matriciel, alors ici je ne rentre pas dans les détails du produit matriciel, en principe vous devez avoir des bases là-dessus, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous documenter à ce sujet, le produit matriciel est assez simple à faire ici. Je vais donc me retrouver avec 1 fois cos θ, plus 1 fois sinus θ, plus 0 fois 0. Ici j'aurai 0 fois moins sin θ, 0 fois cos θ, 0 fois 0, et pareil ici. J'aurai donc au niveau de mon calcul, les coordonnées, ça va donc être cos θ, sinus θ et 0. D'accord? Je retrouve donc ici le résultat que j'avais écrit sous forme de combinaison linéaire, c'est-à-dire l'écriture de I' dans la base B. Donc ce que j'ai écrit ici, ce sont les coordonnées de I' écrites dans la base B. Voilà, bon, vous voyez, l'écriture matricielle, une fois qu'on la connaît, elle est vraiment très puissante parce qu'elle vous permettra de gagner énormément de temps dans vos projections, d'accord? Notamment lorsque vous avez plusieurs repères qui se succèdent les uns par rapport aux autres, dans des systèmes articulés tels que des bras robotisés, ce genre de choses, passer par la notation matricielle vous fera gagner énormément de temps. Voilà, donc là c'est l'écriture matricielle pour une rotation autour de l'axe Z d'un angle θ. Je vais faire maintenant un petit résumé pour chacune des rotations. Ici, je vais faire un simple résumé sur les matrices de rotation autour des axes d'un repère classique. J'ai noté des angles ici, alors c'est pas par hasard si j'ai noté comment utiliser ces notations-là, parce que c'est des notations qu'on va retrouver après quand je vais définir les angles de l'air. Alors si je fais une rotation autour de l'axe Z, je sais que dans ma matrice, je vais avoir un 1 ici, puisque de toute façon, j'ai X, Y et Z, X, Y et Z. D'accord? Pour une rotation autour de l'axe X, je vais donc avoir un 1 ici, et une rotation autour de l'axe Y, je vais avoir un 1 ici. Je sais ensuite que je complète avec des zéros de part et d'autre du 1. Et ensuite, à partir de là, je vais compléter avec des cosinus et des sinus. Donc si je tourne autour d'un angle phi ici, dans le sens trigonométrique, ça c'est toujours ma convention ici, je vais donc avoir le cos phi, le sinus phi, le moins sinus phi, le cos phi ici. Et ici, je vais procéder de la même manière. Je vais donc avoir du cos θ, du sin θ, du moins sin θ, du cos θ.
Et là, je vais donc avoir la même chose avec ici du cos phi, du sinus phi. Là, je vais avoir 0, 0. Et ensuite, je vais donc avoir ici du moins sinus phi et du cosinus phi. Voilà. Alors ici, j'étais sur, si on va l'effacer ici, hop. Donc là, j'étais sur du phi. Voilà, donc ça, je vais l'appeler phi. Et celui que j'aurai ici, je vais l'appeler psi. D'accord? Donc voilà comment s'organisent ces matrices. Ensuite, quand vous les projetez, vous projetez d'un repère à un autre très facilement, simplement par produit matriciel. Et si je projetais sur plusieurs repères, j'aurais qu'à faire la succession du produit des matrices. Mais ça, je reviendrai en détail quand on aura l'occasion de le faire dans un exercice. Parce que c'est important de se souvenir que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc il y a un certain ordre à respecter lorsqu'on va faire des projections d'un repère à un autre. Alors ce que l'on va développer maintenant, ce sont les bases qui sont importantes d'être bien maîtrisées pour vous si vous voulez être à l'aise dans la suite des calculs, parce que certains calculs seront assez longs à développer si on veut bien faire la démonstration. Donc là, je vais commencer vraiment par les bases de la dérivée vectorielle. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable d'exprimer la vitesse d'un vecteur dans un repère par rapport à un autre. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai d'abord par exemple un point M ici, dont je peux déterminer la vitesse dans le repère R1, la position aussi dans le repère R1. Et ensuite, j'ai ce repère R1 qui va bouger par rapport à mon repère R0 en exerçant une rotation d'angle θ autour de l'axe Z. D'accord? Et ce qui va m'intéresser ici, c'est de développer justement des résultats de dérivées vectorielles lorsque des repères sont en rotation. Alors, je vais d'abord commencer par décrire la position du point M dans le repère R1. Dans le repère R1, le vecteur OM, il est une combinaison linéaire de x1 et y1. Donc je vais noter ici que c'est égal à x1 grand X1 plus y1 grand Y1. D'accord? X1 et y1 sont les coordonnées du point M dans le repère O1, dans le repère R1 qui a pour origine O1. Donc si je veux dériver, c'est-à-dire déterminer la vitesse du point M dans ce repère R1, je vais donc dériver le vecteur O1M. Pour expliciter que je fais ça dans le repère R1, je mets ici un indice R1. Je vais donc dériver ce que j'ai ici, c'est donc la dérivée d'une combinaison linéaire, donc je peux faire la somme des dérivées. Je vais donc avoir d de x1, x1 sur dt dans R1, plus d de y1, y1 sur dt dans R1. Et à partir de là, je vais faire la dérivée de chacun des éléments. Okay? Un petit moyen mnémotechnique de se souvenir ce qu'il faut faire ici, pensez à la dérivée de u fois v qui est égale à u'v plus uv'. C'est ce que je vais appliquer ici à chaque fois. Je vais donc avoir ici, en dérivant, je vais avoir du d de x1 sur dt x1 plus x1 d de x1 sur dt plus y1 d de y1 sur dt y1 plus y1 d de y1 sur dt. D'accord? Le tout est dérivé, je vais le mettre comme ceci ici dans R1 pour ne pas alourdir la notation. Donc ça, c'est la vitesse du point M dans le repère R1. Maintenant, je vais me poser la question, est-ce que ça vaut le coup de garder cette expression en entier ou est-ce que je n'ai pas des simplifications qui apparaissent? Et en effet, il y en a qui vont apparaître parce que si je me place dans le repère R1, x1 et y1 sont fixes dans ce repère puisque c'est mon repère. D'accord? Donc ça veut dire que si je regarde comment évoluent les vecteurs x1 et y1 en fonction du temps dans ce repère, ils ne vont pas bouger, ils vont être constants quel que soit l'instant à laquelle je vais observer ce référentiel. D'accord? Pour ça, vous faites une expérience mentale où vous vous mettez dans ce repère
et vous regardez justement si vous voyez x1, y1 bouger, et vous vous rendrez compte qu'ici que ça n'est pas possible. D'accord? Il reste immobile dans le repère R1. Je vais donc avoir ça qui va être égal au vecteur nul, et ça qui va être égal au vecteur nul. On se retrouve donc ici avec la dérivée du vecteur OM dans le repère R1 qui est égal à d de x1 sur dt, x1, plus d de y1 sur dt, y1. D'accord? Donc vous retrouvez en fait le résultat classique de mécanique du point que vous avez déjà vu, c'est-à-dire que dans un repère, dans un référentiel galiléen donné, je dérive la position, je dérive chaque coordonnée en fonction du temps. D'accord? Et j'obtiens du coup le vecteur vitesse. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est comment utiliser ce qu'on a fait sur les changements de base pour déterminer la dérivée vectorielle d'un repère, la dérivée vectorielle d'un vecteur dans un autre repère. Voilà. Alors nous avons besoin ici de déterminer la dérivée vectorielle des vecteurs x1, y1, z1 dans la nouvelle base, dans le nouveau repère R0, puisque dans l'étape prochaine, nous allons donc vouloir déterminer la vitesse du point M dans le repère R0. Il est important donc de comprendre comment le repère R1 bouge par rapport au repère R0. Alors ici, j'ai donc utilisé les propriétés des changements de base qu'on a vu précédemment. Donc x1 c'est cos θ x0 sinus θ y0, y1 c'est moins sinus θ x0 cos θ y0. Et enfin z1 c'est égal à z0 puisque l'on tourne autour de l'axe z et que mes deux axes z1 et z0 ici sont collinaires. Alors si je dérive, je vais utiliser la propriété de la dérivée qu'on a vue précédemment. Je vais donc dériver θ. Comme le repère R1 tourne par rapport au repère R0, θ évolue dans le temps. D'accord? Donc ça veut dire que lorsque je vais dériver θ, cosinus θ, je dois donc bien faire attention au fait que θ évolue dans le temps. D'accord? Donc ça c'est le premier point important. Le deuxième point important ici, c'est une histoire de notation que je vais utiliser pour la suite des calculs. Pour alléger les calculs, c'est des notations sur la dérivée. Ça veut dire que si par exemple je veux écrire dθ sur dt, je vais l'écrire θ point. D'accord? De même, si j'ai un dx ou n'importe quoi, n'importe quelle grandeur dxi sur dt, je le noterai xi point. D'accord? Donc le point ici est là pour signifier la dérivée première. Donc ça va permettre ici de grandement alléger la notation. Alors, si je dérive le premier, je vais donc d'abord commencer par dériver cos θ. La dérivée de cos θ, ça va donc être ici du moins θ point sinus θ x0 plus θ point cos θ y0. Alors là, je ne fais pas le détail du calcul, mais si vous le faites ici, je peux vous dire j'ai dérivé par rapport à R0, donc j'aurais dû aussi dériver x0 et y0 dans R0. Mais comme je dérive les vecteurs de la base R0, leur dérivée est le vecteur nul. C'est pour ça ici que j'écris directement ça, et je remarque que c'est égal à θ point de moins sinus θ x0 plus cos θ y0. Donc ceux qui ont déjà fait un peu de mécanique du solide ont déjà vu ce résultat-là. Si j'observe ce que j'ai là, je remarque que j'ai un θ point que j'ai mis en facteur, et je remarque ici que j'ai moins sinus θ x0 plus cos θ y0. Donc ce que j'ai là, tout ça ici, c'est le vecteur y1. Je peux donc dire que la dérivée de x1 dans le repère R0, c'est égal ici à θ point y1. Et donc ça, c'est un résultat qu'on va pouvoir rajouter directement dans nos calculs de dérivée vectorielle lorsqu'on va passer d'un repère à un autre. Donc ça, c'est vraiment un résultat très important à retenir. Je procède de la même manière pour d de y1 sur dt par rapport à R0. Donc si je dérive moins sinus θ ici, ça va me donner du moins θ point cos θ x0. Si je dérive ici cos θ, ça va me donner du moins θ point sinus θ y0. Je procède de la même manière, je mets le moins θ point en facteur ici, je vais donc me retrouver avec du cos θ x0 plus sinus θ y0. D'accord? Et là, ben, super, je retrouve ici l'expression de x1. Je pourrais donc dire que la dérivée de y1 ici, c'est du moins θ point x1.
Voilà. Et là, petite correction, un vecteur égale un vecteur. Donc si je dérive dz1 sur dt par rapport à R0, ça revient à dériver z0 dans la base R0. Or, dans la base R0, z0 est constant. J'ai donc ici le vecteur nul. Voilà donc ici des résultats extrêmement importants pour la suite de nos calculs dans la dérivée vectorielle. C'est-à-dire que lorsque j'ai un repère qui tourne par rapport à un autre autour d'un axe, d'accord, je pourrais utiliser directement ces résultats-là pour faire mes remplacements. Donc ça sera très utile parce que ça va me permettre de condenser certains calculs et de pouvoir faire le remplacement directement par ces résultats-là. Bon, ça veut dire que dans la suite des démonstrations, si vous voyez apparaître ces résultats-là, je le rappellerai, mais si vous voyez apparaître ces résultats-là, faites l'association d'idées avec cette partie-là de la vidéo. Voilà. Donc là, on est content, on a déjà fait une bonne avancée dans les changements de base et la dérivée vectorielle. Donc on va ensuite utiliser ça pour déterminer justement la dérivée d'un vecteur quelconque d'une base par rapport à une autre. Alors maintenant que nous avons défini quelques outils pratiques pour la dérivée vectorielle, je vais revenir maintenant à la détermination de la vitesse du point M dans le repère R0. D'accord? Donc ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'être capable de calculer d de OM sur dt ici d de O1M sur dt dans le repère R0. Voilà ce qui m'intéresse ici. Alors je vais reprendre du coup ce que j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant je vais tout dériver par rapport au repère R0. Donc moi mon vecteur O1M ici, ses composantes, c'est donc x1 grand X1 plus Y1 grand Y1. Maintenant, je vais passer à la dérivée dans le repère R0. Donc cette fois-ci, je vais donc avoir du d de X1 sur dt dans le repère R0 fois X1 plus la X1 fois la dérivée de X1 sur dt dans le repère R0, et ça maintenant je vais pouvoir le déterminer, d'accord? Plus ici d de Y1 sur dt dans le repère R0 fois Y1 plus Y1 fois la dérivée de Y1 sur dt dans le repère R0. Donc voilà ce que j'obtiens pour la dérivée de O1M dans le repère R0. Ok? Donc je vais alléger la notation, les dx sur dt, dy sur dt, je vais les noter avec des points. Et maintenant ce qui est intéressant, on l'a déterminé juste avant, ça on sait que c'est du θ point y1, ça on sait que c'est du moins θ point x1. Donc je vais pouvoir faire ici mon remplacement. Donc je vais avoir du x.1 y1 plus y.1 y1 ici. Alors pardon, ici c'est x1. Voilà, donc là j'ai commencé à faire du tri, c'est-à-dire que tout ce qui correspondait à la base R1, je l'ai rassemblé ici, d'accord? Et là maintenant je vais avoir x1, ça je sais que c'est du θ point y1. Et enfin ici le d de y1 sur dt, je sais que c'est du moins θ point x1. D'accord? Donc à partir de là, je vais commencer à faire un premier travail d'analyse. Parce que je vois que la vitesse du point M dans le repère R0, finalement, c'est la vitesse du point M dans le repère R1, plus des termes ici que l'on va chercher à identifier. Alors on remarque qu'on a le θ point qui apparaît ici. J'ai aussi du x1, du y1. Donc on va voir justement si on ne peut pas faire apparaître des propriétés de calcul sur les vecteurs. Alors je vais continuer un petit peu à synthétiser la formule. Donc là, ça je vais dire que c'est la vitesse du point M dans le repère R1. Et pour l'instant, ça je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Donc je vais dire que c'est x1 θ point y1 moins y1 θ point x1. D'accord? Et là, on va voir que justement, pour cette partie-là, le produit vectoriel va être intéressant à obtenir. D'accord? À utiliser.
Je vois que θ point, qu'est-ce que c'est que θ point? Θ point, c'est la vitesse de rotation du repère R1 par rapport au repère R0. D'accord? Donc on va aussi pouvoir la factoriser dans la suite du calcul. Donc on va voir justement comment, grâce à cet exemple simple, on a de la rotation plane, comment on va pouvoir commencer à voir apparaître la formule générale qu'ensuite on va déterminer pour des rotations en 3 dimensions. Alors, pour arriver à une forme un peu plus générale de la dérivée vectorielle quand on passe d'un repère à un autre, je vais essayer d'introduire ici justement le produit vectoriel. D'accord? Ce que j'aimerais bien aussi introduire comme information dans ma dérivée vectorielle, c'est le fait que j'ai rotation autour d'un axe. Okay? Si j'ai rotation autour d'un axe, comment est-ce que je peux raconter ça? Je peux le raconter ça à l'aide d'un vecteur. D'accord? Je vais donc avoir un vecteur rotation que je vais nommer ici oméga, donc oméga de R1 par rapport à R, qui raconte en fait que j'ai le repère R1 qui tourne par rapport au repère R, d'une vitesse angulaire θ point, autour d'un axe qui est l'axe Z1 ici. Voilà. Donc là j'ai défini mon vecteur rotation, donc il a plein d'informations, donc 3 importantes, la direction de rotation, donc ici perpendiculaire au tableau, le sens de rotation, qui est ici le sens positif, le sens trigonométrique, et puis la vitesse de rotation, l'intensité du vecteur qui est donnée ici par la valeur de θ point. Alors je vais ici utiliser ce que j'ai défini dans la première vidéo sur les outils de calcul avec le produit vectoriel. Je vais voir en fait ici comment est-ce que je pourrais faire intervenir oméga dans cette opération ici. Si je veux faire apparaître oméga, il faudrait que je fasse apparaître le vecteur Z1. Si je veux faire apparaître le vecteur Z1, je remarque ici qu'il est orthogonal à Y1 et à X1. Le produit vectoriel est donc bienvenu puisqu'on sait que le résultat d'un produit vectoriel est orthogonal aux deux autres. Okay? On se dit j'ai Y1 qui sera orthogonal à Z1X1, j'ai X1 qui sera orthogonal à Z1Y1. Et vous pouvez faire référence à la première vidéo d'introduction sur le calcul vectoriel, puisque ici je vais pouvoir dire que le vecteur Y1 c'est égal à Z1 vectoriel X1. D'accord? Et ensuite, je peux dire que j'ai X1 ici qui est égal à Y1 vectoriel Z1 ou alors moins Z1 vectoriel Y1. D'accord? Je vais utiliser cette deuxième notation parce que grâce à cette deuxième notation ici, je vais pouvoir faire disparaître ici le signe moins et ça va être intéressant pour la suite de la formule. Bon, je vais continuer mon calcul ici. Je vais donc avoir l'expression de la dérivée dans le repère R0, qui est donc la vitesse du point M dans le repère R1. Donc ça que l'on connaît parce qu'on a des informations sur le comportement du point M dans le repère R1. Et ensuite ici, je vais remplacer chacun des vecteurs par son produit vectoriel. Je vais donc avoir ici du X1 θ point Z1 vectoriel X1. D'accord? Plus ici Y1 θ point fois Z1 vectoriel Y1. Voilà. Alors ici, θ point, c'est un scalaire, donc je pourrais le sortir. Les Y1, le X1 et le Y1 sont aussi des scalaires, donc je vais pouvoir les bouger. D'accord? C'est-à-dire que le X1, je vais pouvoir le mettre ici, le Y1, je vais pouvoir le mettre ici. Pareil, j'en ai fait un rappel dans la vidéo sur les outils de calcul. Donc ici, je vais me retrouver avec la vitesse du point M dans R1, qui va donc être égale ici à θ point Z1 vectoriel X1 X1 plus θ point Z1 vectoriel Y1 Y1. Voilà. Donc, important de ne pas oublier ces flèches sur les vecteurs. Et là, je sais que le produit vectoriel il est distributif. Je vais donc pouvoir ici factoriser par θ point Z1 chaque fois et obtenir la première formule importante sur la dérivée vectorielle. Je vais donc conclure sur une des premières formules importantes et savoir-faire important aussi sur la dérivée vectorielle. Donc j'ai recopié la formule ici. J'ai utilisé le produit vectoriel pour justement tenter de faire apparaître ce fameux vecteur oméga. Donc le vecteur oméga, je le vois apparaître ici.
et je le vois aussi apparaître ici. Et comme j'ai dit précédemment, j'ai fait les petites manipulations tout de suite, le produit vectoriel, il est distributif, donc ça veut dire que là, je vais pouvoir factoriser par θ.Z1. Je vais donc avoir la vitesse du point M dans le repère R0, qui va donc être égale à la vitesse du point M dans le repère R1, plus θ.Z1 vectoriel x1, x1, plus y1, y1. D'accord? Et ce que j'ai ici, x1, x1, y1, y1, c'est le vecteur O1M. D'accord? Donc ici, j'ai le vecteur O1M. Là, j'ai le vecteur oméga de R1 par rapport à R. Je vais donc arriver à une première formule de dérivée vectorielle qui intuitivement pourra être généralisée à 3 axes de rotation, mais ça on va le démontrer dans une prochaine vidéo. Je vais donc avoir ici la vitesse du point M dans le repère. Alors je vais même plutôt être un peu plus rigoureux par rapport à ça. Je vais donc dire que la dérivée, puisque là c'est de la dérivée vectorielle, donc la dérivée vectorielle de R0, c'est la dérivée vectorielle de O1M dans R1, d'accord, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. Voilà. Et donc ça c'est une formule très importante puisqu'on l'utilisera notamment pour faire nos calculs d'accélération. Alors peut-être que vous allez vous demander pourquoi j'ai gardé la vitesse V tout du long et que je reviens ici à cette formule. Parce qu'on verra ici que tout ce qui peut s'écrire, du coup tout ce qui peut être dérivé de manière vectorielle ici, et qui vérifiera aussi les champs de vecteurs, pourra du coup s'écrire de cette manière-là. Donc ça veut dire que ça, je peux le généraliser à n'importe quoi. Donc pour nous ici, ça sera surtout pour les vitesses, ok? Mais dès que ce n'importe quoi, dès que ce champ de vecteurs vérifiera cette notation-là, on pourra le dériver de cette manière, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un résultat très important ici. Ça veut dire que la dérivée du vecteur O1M dans le repère R0, c'est la dérivée de O1M dans le repère R1, plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. Alors dans ce cas précis, où j'ai un plan qui tourne par rapport à un autre. Alors on verra qu'il y a pas mal de mécanismes, notamment lorsqu'on a des liaisons pivot d'axe, où justement on a des rotations plan sur plan. Donc, dans des rotations plan sur plan, le résultat que vous avez ici s'appliquera très bien directement, puisque l'oméga, ça sera θ.Z1. Donc voilà pour cette première partie sur la dérivée vectorielle. Donc ça, c'est un outil vraiment très important, qui sera utilisé dans la vidéo suivante pour déterminer la vitesse et l'accélération d'un point M, d'un repère R1 par rapport à un repère R0. Et on utilisera donc les résultats qui sont ici pour faire nos dérivées vectorielles. Donc la difficulté supplémentaire qui va apparaître, c'est que cette fois-ci, au lieu d'avoir un seul angle de rotation, je vais avoir 3 angles de rotation. Mais grâce à cet exemple simple ici, on a vu comment le produit vectoriel ici pouvait intervenir. Donc intuitivement, on se dit que avec 3 axes de rotation, ça sera la même chose. Le vecteur oméga, on pourra l'identifier comme étant la combinaison linéaire de ces 3 axes de rotation. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.